Swag. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso, c'est officiel. Tyson Fury, Deontay Wilder vont s'affronter le 24 juillet prochain à Las Vegas, à la Legion Stadium de Las Vegas. Entre 35 et 45 000 personnes sont attendues au stade. Bon, déjà, est-ce qu'il y a une certaine hype chez Monsieur Polydomso pour ce combat-là? Ou alors, petit somme quand même, parce qu'on n'aura pas droit à Joshua Fury? De toute façon, le Joshua Fury, il y avait mille et une raisons que ça capote entre-temps. Enfin, tu sais, même s'il y a des annonces, on n'est jamais à l'abri d'un coup de Trafalgar. Et en réalité, cette question de troisième combat et d'activation de la clause, on le savait depuis 2020, en fait, que la clause, elle avait été activée par Deontay Wilder. Et tu vois, c'est contractuel. Donc, bon, je ne vais pas dire que j'avais prévu le coup, mais quand ça a été annoncé Joshua Fury, j'avais quand même un léger pressentiment sur le fait que ça ne se fasse pas pour une raison X ou Y. Donc, comme je n'étais pas entièrement hypé, que je n'étais pas complètement certain que ça allait se produire, je suis moins déçu aujourd'hui en fait, que si par exemple j'étais sûr à 100% qu'on avait balayé tous les obstacles et qu'enfin le combat allait se produire. Tu vois. Moi, je sentais que ça allait capoter. Et vraiment, ce truc de troisième combat, les gens qui font les surpris, qui sont étonnés, c'est un peu étrange parce que, comme je le dis, Deontay Wilder, il a activé la clause directe après la défaite. Je ne suis plus courant 2020. Alors après, c'est eu des discussions à n'en plus finir pour que le combat se tienne en 2020. C'est ce que voulait Fury parce qu'il ne voulait pas perdre de temps. Il semblerait que l'équipe Wilder a fait durer le plaisir. Et puis en plus de ça, s'ajoute la problématique de la pandémie. C'est vrai que pour un combat comme ça, c'est un peu con de le faire à guichet, avec zéro public et tout. Donc c'est pour ça que ça a fait durer le plaisir. Mais bon, c'était, tu vois, là pour le coup, j'avais pas de surprise qu'à partir du moment où Wilder ne lâchait pas l'idée de faire ce troisième combat, il allait passer devant Joshua. Le seul problème, c'est que ça arrive, voilà, en fait, au moment où enfin il semblait que la perspective d'un combat Joshua Fury se concrétisait. Mais encore une fois, il y aurait eu pu avoir 1000 trucs qui se passent entre temps. C'est pas la première fois où on a un combat de ouf qui est genre annoncé et qui fera finalement non, mais ça va pas se faire parce que tac X raison, voilà. Donc non, je suis pas déçu, je suis toujours hype parce que c'est une belle opposition de style, quoi qu'on en dise, Parce que c'est ça, la question, c'est est-ce que Wilder, après, cela dit, sur le papier, en tout cas, c'est assez positif, c'est qu'il a eu le temps, justement, de changer ce qu'il y avait potentiellement à changer. Et puis bon, si tu veux, le deuxième combat est tellement dans un sens, si tu veux, que tu es obligé, quand tu es Wilder, de changer les choses. Tu peux pas te dire, bon, allez, sur un malentendu, ça va passer, tu vois, c'est pas possible. Là, c'était vraiment unilatéral comme combat et ça exposait vraiment des failles béantes du jeu de Wilder qui avaient été pas exposées jusqu'à présent, mais bon, vraiment, le fait de le maintenir sur le reculoir et de le presser, de le forcer à reculer en fait en boxant. Il ne sait pas reculer en boxant, Wilder. Il le sait vraiment pas. Et en fait, je pense que si Wilder est pas trop, on va dire, pas tout puissant dans la décision de son équipe, parce que j'ai un peu des doutes sur sa capacité de perception de son style et de perception de ses défauts à la sortie du combat, tout ce qui s'est passé avec ses excuses à rallonge sur le costume, les gants de Fury. Il y en avait eu une toutes les semaines en fait qui apparaissait, donc c'était un peu bizarre. On sentait un peu de déni de la part de Wilder sur ce qui s'était passé, savoir qu'en gros, mec, t'as une faille dans ton jeu qui est énorme et il l'a exposé, quoi. C'est ça la réalité. Le reste, c'est du roman, c'est de la flûte, c'est du violon, quoi. Et donc lui, je pense que j'ai un petit doute là-dessus. En revanche, je pense qu'il est quand même j'espère pour lui qu'il est bien entouré. Et s'il a eu du temps pour se préparer, il semblerait qu'il se soit préparé, vu les images qu'on a de lui, vu le fait qu'il ait toujours eu dans l'idée de faire ce combat, lui. Fury, alors, je pense que le problème, c'est plus du côté de Fury, qui lui s'est peut-être projeté dans un combat envers Joshua, vis-à-vis à l'encontre de Joshua et pas contre Wilder. Mais Wilder, à mon avis, ça fait depuis 1 an, en gros, qu'il rumine et qui prépare sa... Il va rentrer avec la même soif de vengeance que Ménélas, quoi. Tu vois, vraiment, il veut y aller, tu vois. Et je pense que s'il est bien entouré et s'il n'est pas tout puissant, s'il n'a pas la possibilité de dégager tous ceux qui lui disent des trucs qui lui font pas plaisir,
bah, à mon avis, il aura peut-être un autre game plan. Donc, c'est pour ça que oui, je reste un peu hype parce qu'on ne peut jamais écarter un mec comme Wilder de l'équation. On peut jamais dire Exactement. Voilà, merci Poilom. jamais. Tu peux pas Non. être, je crois, je sais, enfin, tu peux pas avoir mis knockdown tous tes adversaires, dont des mecs comme Luis fucking Ortiz que personne ne veut affronter, et être une véritable tanche et se dire que la trilogie est déjà pliée. Non, mais ça, c'est clair. Et ça, de toute façon, c'est un truc qui est gavant avec la boxe pour avoir été un peu, tu vois, genre à l'écoute de ce qui se disait sur ce match et sur Wilder, en fait, en général. C'est quand même dingue La fluctuation. les changements, la fluctuation, voilà, c'est le terme que je cherchais, de perception qui est autour de Wilder. C'est-à-dire qu'avant le deuxième combat, en fait, on était en train de nous dire que c'était le Messi de la boxe et qu'il était excellent et que c'était le meilleur poids lourd et que c'était un génie et tout et que ceux qui critiquaient son style ne comprenaient rien à la boxe et tout. Tu vois. C'était un peu la perception, enfin en gros, démographiquement dominante. Hein. Alors, pas des spécialistes, pas des experts évidemment, mais de ce qui se disait dans les forums et tout. Tu vois. Et d'un coup, quand il a perdu de manière flagrante. Alors, il y a eu une petite partie de gens qui ont commencé à dire oui, bon, il y a triche, les gants de machin étaient rembourrés. Enfin, il y a eu tout un tas de vidéos un peu complotistes, un peu étranges et un peu spéciales qui, à mon avis, il ne faut pas les prendre trop au sérieux, ces trucs-là. Et d'un autre côté, tu as plein de gens qui ont retourné leur veste en disant ouais, de toute façon, c'était une hype, il a jamais rencontré des mecs très bons, on a construit sa carrière, blablabla. Bla, bla, bla. Et ça, c'est un truc qu'il y a en boxe, en fait, vraiment, et à plus forte raison chez les poids lourds, c'est que tant que tu gagnes, tu es le meilleur. Et dès que tu perds un combat, alors là, mon gars, en fait, c'était que tu étais une hype et que tu n'avais pas la caisse et que tu n'étais pas bon. Je rappelle quand même que des gens ont dit la même chose à propos de Mike Tyson après son combat contre Buster Douglas. Ce qui est délirant, tu vois. Et moi, je pense que c'est délirant de dire que Wilder est juste un hype job, quoi, qui est juste une construction et qu'il n'a jamais été bon. C'est faux. Alors, est-ce que ça veut dire que je considère que c'est le plus complet des boxeurs? Non. Est-ce que ça veut dire que je considère que c'est le plus technique des boxeurs? Non, mais est-ce que tu as besoin de ça en poids lourd, tu vois? Et c'est vrai que la boxe poids lourd, elle est un peu spéciale et un peu à prendre à part en fait dans le domaine de la boxe. Tu peux être complètement incomplet dans ton jeu. Si tu sais faire 2-3 trucs super bien et que tu gagnes, bah tu gagnes, c'est ce qui compte. Et dans toutes les époques, tu avais des mecs comme ça. Tu peux faire toutes les décennies de la boxe où tu avais des poids lourds qui étaient dans le top 10 et qui étaient techniquement pas bons. Pas complet, pas virtuose, qui avait un jeu super simple et qui pourtant collait des KO à tout le monde et arrivait même parfois jusqu'au titre et parfois même devenait champion. Je sais pas, tu prends des mecs comme je sais pas, Max Baer dans les années 40-50, Ernie Shavers, pas Jerry Quarry, Jerry Cooney, tous ces mecs-là, ils sont pas très bons techniquement, mais ils avaient une enclume à chaque point et ça suffisait en fait. Et Deontay Wilder, il n'y a pas que ça. En plus de ça, je pense pas qu'il est que puissant en fait. Il y a d'autres trucs, il y a des choses. Ce qu'il fait, il le fait très bien. C'est un hyper spécialiste en fait. J'aurais tendance à dire. Il y a quelques coups qu'il maîtrise bien et c'est tout. Et en revanche, le reste de son jeu est quasiment inexistant. Il y a un footwork qui est ultra rudimentaire et qui, je pense, a des gros manques justement dans le jeu en recul, le jeu en recul. Il ne s'est pas reculé et il ne s'est pas reculé en boxant, ce qui est quand même compliqué surtout quand l'adversaire en face de toi a connaissance de ses défauts. Il ne s'est pas très bien enfermé contre les corps. Enfin, tous ces trucs-là, il s'en embarrasse pas parce que de toute façon, il suffit qu'il passe une, deux et c'est bon. Tu vois, le combat est plié. Tu vois. Donc oui, on ne peut pas l'écarter. On ne peut pas dire que c'est un nul. C'est pas une chèvre, hein, Wilder, vraiment pas. Et il ne faut pas non plus le voir plus beau qu'il n'est. Il faut juste comprendre en fait qu'il a un style qui est ultra spécialisé, qui en fait met en valeur ses attributs physiques. C'est un mec qui est quand même très athlétique, qui a quand même un menton, donc il est capable de prendre une correction sur plusieurs rounds juste pour placer son coup, et qui a le punch. Il a le punch, et ça, c'est quand même un truc. C'est un gros plus en fait. Et en boxe poids lourd, il n'en faut pas beaucoup plus. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'écarter, parce que même si on va vers une redite du deuxième combat, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un coup qui passe, parce que ça avait été encore à Fury de mettre la pression sur Wilder, et Wilder là le saura en plus de ça. Il ne va pas être pris par surprise. C'est vrai qu'il y a un truc qui s'est passé dans le deuxième combat, je pense aussi, c'est que personne, et moi y compris, n'attendait de Fury cette stratégie-là. Stratégie qui avait été évoquée, et d'ailleurs de manière totalement transparente par Fury, mais on s'était dit, ouais, c'est de la désinformation, c'est des conneries, tu vois. Quand il disait, ouais, je vais marcher sur Wilder et je vais le mettre KO,
Peut-être qu'il y en avait qui y croyaient, hein, mais en tout cas, moi, j'y croyais pas. Et il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas et que c'était pour nous le classique Tyson Fury qui raconte un peu tout et n'importe quoi avant un combat, tu vois, histoire de semer le trouble et de jeter le doute dans l'adversaire. Il l'a fait. Et je pense qu'il va chercher à le refaire, en fait, parce que c'est ce qui a marché dans le deuxième combat. Et encore une fois, c'est ce qui a exposé vraiment de manière flagrante les grands manques, les grosses carences en fait, du jeu de Wilder. Sauf que maintenant, Wilder, il le sait, tu vois ça. Est-ce que tu penses qu'il peut justement s'en sortir par rapport à ça? Parce que mine de rien, l'autre truc, c'est que Tyson Fury, physiquement, quand il décide de mettre la marche avant, mine de rien, à part Anthony Joshua, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, physiquement, tu as un peu le reste du monde qui est en deçà. Et Wilder, c'est vrai, quand il arrive pour les combats, bah, c'est quasiment un cruiserweight. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. En plus de ça, il n'y a pas que le physique. C'est que Fury, il est quand même techniquement très très bon et très complet, hein. Il sait à peu près tout faire, hein. Le seul truc qui lui fait un peu défaut, c'est c'est plus un frappeur qu'un puncher. Mais à part ça, il sait boxer avec volume quand il doit boxer avec volume. Il sait boxer à l'extérieur quand il doit boxer à l'extérieur. C'est un peu, tu sais, dans les catégories de boxeurs traditionnels, tu sais, tu as les swarmers, les sluggers, les stylistes et la combinaison un peu mystère qui est les boxeurs punchers, pour dire ceux qui arrivent en fait à peu près à tout faire. Bah, lui, c'est à peu près tout faire en fait. Et mettre la pression avec volume, il sait le faire très très bien. Il l'a montré dans ce combat, dans le deuxième combat. Et c'est vrai que du côté de Wilder, ce qui est très compliqué, c'est que c'est pas un très bon contreur. Il arrive parfois à placer son 1-2, mais c'est pas un mec qui va créer des pièges et qui va. Enfin, il l'a jamais fait en fait. Il n'a jamais vraiment eu besoin de développer ça. Et généralement, quand tu dois subir la pression et que tu sais pas très bien te déplacer, que tu sais pas très bien boxer à l'extérieur non plus, et que tu n'es pas non plus un contreur qui peut éteindre ton adversaire quand celui-ci commet une erreur, ça fait beaucoup de moins en fait dans ton jeu. Je sais pas, je pense pas qu'il puisse apprendre tu vois, qu'il puisse apprendre à couvrir tous ses défauts, même en 1 an, même en 2 ans. Je pense que même en 10 ans, tu peux pas apprendre à couvrir tout ça. Tu vois, c'est ton jeu qui est radicalement à changer en fait dans ce cas-là. En revanche, il peut adopter une stratégie qui permet de contourner ça. C'est-à-dire, si tu me poses la question, est-ce que Wilder en 1 an va apprendre à reculer, à boxer, à faire du Mohamed Ali ou du Larry Holmes? Je te dis non, c'est pas possible, je n'y crois pas. En revanche, est-ce qu'il peut mettre en place une stratégie pour diminuer les moments où Tyson Fury va venir vers lui et pour reprendre la parole dans la conversation? Et là, quand il reprendra la parole, est-ce qu'il va pouvoir développer un jeu qui sera un peu plus varié, qui lui permettra vraiment d'engranger des billes et pas seulement faire un 1-2 en espérant que, Inch'Allah, ça passe? Oui, ça, il peut le faire. C'est ce qu'on peut voir dans les vidéos qu'il a partagées récemment, d'ailleurs. C'est ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. C'est pour ça que pour moi, le match m'intrigue, tu vois, en dépit de peut-être la déception que certains peuvent ressentir de ce truc-là. C'est que effectivement, il y a plusieurs manières il y a plusieurs stratégies qu'il peut mettre en place pour pourrir le combat, tu vois. Ça, c'est un truc qu'il peut faire. Ne pas reculer, c'est d'agripper, de forcer la séparation pour pouvoir, tu vois, se repositionner dans le ring et pour pouvoir justement reprendre l'initiative. Et quand il sera à l'initiative, c'est là où en revanche il va devoir faire compter en fait chaque moment où il sera à l'initiative, parce qu'il sera, à mon avis, ce sera compté en fait. Les moments où il sera à l'initiative dans les rounds, où il pourra déclencher selon ses termes, ça va être réduit. Parce que ça va être Tyson Fury qui va lui mettre la pression, et à moins qu'il le touche au moment où Tyson Fury lui met la pression et qu'il le sonne, si on écarte ce scénario-là, bah, en fait, les seuls moments où il aura vraiment l'initiative, ce sera peut-être en début de round, où il peut avancer, tu vois, où ils sont en repositionnement, et les moments où l'arbitre séparera, tu vois. Et je pense, moi, si j'étais, tu vois, dans le camp de Wilder, je chercherais une stratégie comme celle-là. C'est-à-dire, dès que Tyson Fury commence à rentrer, tu vois, essayer de mettre la pression, bah, d'essayer d'accrocher, d'essayer de clincher, et d'essayer de forcer la séparation. Et quand on se force la séparation, tout de suite, pas attendre, commencer directement. À peine l'arbitre il sépare, mettre en place sa combinaison. Et les combinaisons, il faut vraiment qu'il varie, quoi. Faut pas qu'il essaie de décapiter Fury, parce que à chaque moment où il va rater en fait son coup, bah, ça va diminuer ses chances d'y arriver, ça va diminuer sa motivation et sa fatigue, et son punch ça va ralentir tout ça, c'est pas très bon, tu vois. Alors que s'il commence à faire ce qu'on a vu là récemment, ce qu'il a montré dans ses vidéos d'entraînement, où il varie les niveaux de frappe, et tout connement, il commence tout simplement à essayer d'entamer le corps de son adversaire, plutôt que d'essayer à tout prix de chasser la tête d'un des adversaires, qui en plus, Tyson Fury, c'est un des mecs les plus au point défensivement chez les poids lourds. Bah, là, je pense qu'il y a
Il y a vraiment il peut gagner des points, il peut en fait remettre le combat à niveau, c'est-à-dire ne pas subir pendant tout le combat jusqu'à sa perte. Tu vois, s'il commence à toucher au corps et à multiplier les moments où il va faire mal à Fury et il va le faire douter et tout, bah, ça remet un certain équilibre dans le match. Et là, si l'équilibre se rétablit, bah, tu peux pas compter Wilder, tu peux pas le mettre lui nier toutes ses chances. Parce que là, s'il arrive à rééquilibrer le combat et à faire douter en fait Fury au moment où Fury avance, et que ça reste à distance, et que là, en revanche, son punch peut s'exprimer, bah moi, je trouve que c'est intéressant. Là, on a un match. Sinon, en revanche, si Wilder n'a rien appris et qu'il essaie juste de faire du Wilder, et de passer, là, en revanche, ça va pas être très intéressant. Oui, là, je pense que. Mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il est entouré. Je pense qu'il y a des gens qui ont mis de l'argent sur lui et tout. Il est trop précieux comme gars. Tu vois, tu peux pas l'envoyer 2 fois à l'abattoir comme ça, quoi. C'est pas possible. Bah, puis surtout que mine de rien, ça faisait un petit moment en fait qu'il y a des petites alertes. Le premier combat contre Tyson Fury, où il s'en sort grâce aux 2 knockdowns. Le combat contre Luis Ortiz, où mine de rien, la revanche, certes, il y a le chaos, mais avant le chaos, c'est le néant absolu. Ouais, Et puis là, le combat où il a été mis, je crois, 3 fois knockdown au cours du combat contre Tyson Fury. Je crois 2 fois, une au round 3, une au round 5, il me semble, et après, c'est arrêt au 7e round. Ouais. Donc, j'ai de serviette. Donc là, non, la victoire est impérative pour notre cher. D'autant que c'était un truc en plus que qui m'avait étonné de la part de Wilder dans ce deuxième match, c'est qu'on avait vu Otto Wallin qui avait troublé vraiment, qui avait emmerdé. Alors je dis pas que c'était serré ni rien, mais je dis juste qu'il avait apporté quelque chose qui était intéressant contre Fury. Ouais, la coupure, mais même de marcher, de couper le pas à Fury et d'attaquer au corps et de pas systématiquement chercher la tête et tout, c'était vraiment intéressant. D'ailleurs, Otto Wallin qui s'est révélé être un très bon boxeur, hein, au-delà de ça, il a battu Brésil là, récemment, et donc il faudra suivre sa carrière avec attention. Mais du coup, j'étais étonné de voir Wilder qui essayait juste de faire du Wilder, quoi. C'était très très surprenant dans ce combat. Donc bon, je veux bien qu'il y ait un effet de surprise sur le deuxième combat, que comme c'était lui qui avait chassé Fury pendant tout le premier combat, il s'était peut-être dit bah ça va être pareil, ça va être la même configuration. Là, s'il y retourne en se disant ça va être la même configuration, là clairement il y a un problème. Et donc du coup, au-delà en fait du match et de son importance et tout, ça va nous permettre de savoir quelque chose au propos de Wilder et de la façon dont il s'entoure aussi, tu vois. Parce que c'est clair que si c'est un sportif pragmatique et qui met beaucoup de valeur dans sa carrière, dans le fait de combattre, il aura à cœur de s'entourer de personnes qui vont lui dire les choses telles qu'elles sont, tu vois. La vérité, tu vois. Ce qui était assez inquiétant, parce que je crois qu'une des premières choses qu'il avait faites après le combat contre Fury, c'était de virer le Marc gars qui avait jeté la serviette. Qui, pour moi, est une absurdité. C'est tuer le messager parce que le message te plaît pas, tu vois. Et en réalité, il le suivait depuis des années en plus. Bah ouais. Donc ça, c'est inquiétant. Donc il y a un petit doute. Et l'autre doute qu'on peut avoir, à mon avis, moi, c'est Tyson Fury c'est juste un ressenti personnel. Et franchement, ça vaut rien, tu vois. C'est que mon opinion et ça se base sur ce qu'on a vu récemment de lui et tout. Il faut jamais non plus sous-estimer le côté un peu versatile de Fury dans son comportement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très excessif dans tous les sens du terme, et qui, dans son combat contre Wilder, il était en mission. Sa revanche, il fallait qu'il écrase Wilder. C'est pour ça qu'il a sorti une masterclass. Et c'est pour ça que les gens disent ouais, Wilder, il est nul, mais ils disent pas en fait que Fury, il était brillant en fait dans ce combat. Ce qu'il a fait, c'était énorme comme performance dans son deuxième combat. Et après, tu vois, toute une année comme ça où il n'a pas combattu, parce que les deux n'ont pas combattu depuis ce combat, donc ça fait plus d'1 an. Avec en plus, il ne sait pas s'il allait combattre Joshua, il ne sait pas s'il allait combattre Wilder et tout. Peut-être on peut avoir une mauvaise surprise sur sa préparation. Oui. Peut-être que justement, il ne faut pas l'exclure, ça, que peut-être il se dit bon, bah merde, c'est Wilder. 2 mois seulement pour l'officialisation du combat. Ouais, et puis ça le gonfle peut-être, et peut-être il se dit putain, Wilder en plus c'est un tocard, je l'ai cartonné au deuxième combat, ça va être pareil. C'est peut-être lui qui va se retrouver dans la position que Wilder avait. Tu vois, Wilder, en allant au deuxième combat, il se disait bah, il suffit que je le touche pour l'éteindre. Peut-être que Fury va faire peur d'un peu de prétention, il va peut-être se dire bah, il suffit que je le marche dessus pour le battre.
et peut-être il va se faire surprendre. Tu vois, on a tendance à passer toute l'inconnu et tous nos doutes et toutes nos appréhensions du côté de Wilder, mais ouais, faut pas sous-estimer l'histoire qu'a Fury, même si bon, dans le ring, il a rarement déçu, mais il y a des moments parfois, il y allait avec complaisance. Ça lui est déjà arrivé dans sa carrière contre Steve Cunningham par exemple, ou Otto Wallin aussi d'une certaine manière. Enfin, tu vois, c'est là en fait, c'est quelque chose qui est dans sa personnalité et tout. Donc il y a peut-être un facteur à ne pas sous-estimer à l'approche de ce prochain combat. Même si, bon, néanmoins, je pense que bon, il sera favori. C'est clair, compte tenu de la deuxième rencontre. Et dans l'absolu, si je devais parier sur un des deux, je parierais sur Tyson Fury. Mais les configurations de combat sont intrigantes pour ça, en fait. Justement, du fait du caractère humain, quand on prend en compte justement le caractère humain là-dedans. Et le fait qu'à mon avis, Wilder est au courant de cette revanche depuis, je pense, ça fait depuis 7-8 mois qu'il sait qu'il y aura cette revanche, lui, en revanche. Donc voilà. Voilà mon avis sur ce combat. Bien évidemment, on vous tiendra au courant des avancées avec la preview officielle certifiée avec le tampon La Sueur qui arrivera quelques semaines dans la semaine du combat, bien évidemment. Mon cher Poilom, so big shout out à my sweet protein, moins 40% sur tous mes protéinés avec le code La Sueur. À très vite pour de nouvelles aventures. Yeah.